9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Parce qu'il contient des images exclusives jusque-là classées secret défense, le reportage que diffusera demain le magazine de France 2, 13h15 le samedi, de Laurent Delahousse. Et vraiment, regardez ce que je n'ai pas pu faire, car il est encore au montage. Un reportage qui s'appelle Nuit d'enfer et que vous signez, Dorothée Oliéric. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être là. Vous êtes grand reporter à France 2 ou reporter de guerre, comment dites-vous? Grand reporter. Non, grand reporter. Vous faites pas que la guerre quand même. Non. Ce serait désespérant. Alors, pour bien comprendre la portée de ce reportage qui sera diffusé demain à 13h15, on va commencer par resituer. Ce sera pas du luxe, nous sommes au Sahel. Et voilà 6 ans maintenant qu'est en cours l'opération Barkhane, lancée donc sous François Hollande. L'objectif de cette opération, lutter contre les djihadistes, les djihadistes, voilà. Ça a commencé en 2013, en fait, l'opération Serval, quand le président malien fait appel à la France pour qu'il l'aide à faire partir les djihadistes. Puis ça devient l'opération Barkhane en 2014. Et donc, 6 ans, 7 ans après, ouais, c'est une affaire ils sont toujours là-bas. C'est une affaire très compliquée parce que quoi? Parce que la zone de guerre est vaste, que le territoire est piégeux. Le Barkhane, c'est 5 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, j'en oublie un sûrement, et c'est 5000 hommes qui étaient dans un espace grand comme 10 fois la France. 10 fois la France, ouais. Donc c'est effectivement difficile de ratisser des zones comme ça. Et aujourd'hui, ils ont un peu changé de méthode en essayant un petit peu de cibler des zones des espaces plus restreints. Et notamment, ils interviennent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où l'État islamique au Grand Sahara est en train d'essayer de recréer un sanctuaire terroriste. Combien de soldats à peu près pour cette opération Barkhane côté français? 5100 soldats français et il y en a à peu près la moitié stationnés en permanence à Gao, au Mali. Et sur des opérations comme ça, ils engagent effectivement des milliers d'hommes. Avec évidemment des victoires et aussi des revers toutes ces années. Avec des victoires, des revers. C'est toujours un peu dur d'avoir des bilans. On nous dit, 30 djihadistes ont été tués, on ne sait jamais très bien dans quelles circonstances, comment. Et justement, notre documentaire va montrer un petit peu comment ça se fait. Alors justement, qu'avez-vous voulu faire? Quelle était votre intention pour ce documentaire qu'on va raconter dans un instant, Dorothée Oliéric? Que vouliez-vous montrer? Et en fait, on m'a raconté une histoire. Ah, voilà. Et l'histoire, je l'ai trouvée absolument géniale. On m'a dit, il y a eu une nuit d'enfer avec des bombardements incroyables toute la nuit. Il y a eu une trentaine de djihadistes tués. Alors, on s'en souvient, pour ceux qui ont un peu suivi, c'était il y a à peu près un peu plus d'1 an. Il y a un peu plus d'1 an. Mais c'est pas le crash où il y a eu 13 morts. Ah, c'est pas l'accident. C'est pas la nuit d'enfer, d'accord. C'est une autre nuit d'enfer, quelques mois avant, dont l'armée a très très peu communiqué sur cette affaire. Pourquoi? Parce que justement, au petit matin, un hélicoptère français est pris à partie par un ennemi et se crache. Donc c'est jamais une victoire pour les militaires français de dire qu'ils ont perdu un hélicoptère. Les personnes à bord, les pilotes et le tireur d'élite, sont indemnes. Et il va y avoir un sauvetage, mais digne d'un film d'Hollywood. Incroyable. Un autre hélicoptère va se poser, les blessés vont ramper sur le sol, un va les tirer, les hisser sur les roues du Tigre, sur les roues d'un hélicoptère, et ils vont partir accrochés à la machine à l'extérieur sous le feu ennemi. Enfin, une histoire digne d'un scénario d'Hollywood. Ouais, donc vous dites que cette histoire, on l'ignorait. Vous en avez entendu parler. Oui. Comment, vous allez nous raconter comment on enquête là-dessus, évidemment, c'est ça qui est étonnant, mais vous nous avez quand même apporté un petit extrait, puisqu'on fait de la radio, c'est bien d'entendre un peu ce qui se passe. Récit des militaires français dont l'hélicoptère est pris pour cible, nuit d'enfer demain au 13h15 samedi, je l'ai dit à l'envers, sur France 2. Je commence à entendre des impacts sur la machine, c'était quelque chose de très intense. On est touché. Les voyants d'alarme à bord s'allument. Je perds de la puissance. On n'est plus en état de vol. Je m'accroche au siège en me serrant le plus fort possible, en me disant de toute manière ça va être l'impact assuré. Je me dis non, pas ça quoi. C'est pas possible. Pas nous. Vous vous dites que vous allez mourir? Oui, clairement. Tous mourir? Oui.
Alors on précise tout de suite, Dorothée Oliéric, et tant mieux que ça n'a pas été le cas, hein, tout le monde a été sauf. Qu'est-ce qu'il y a d'hollywoodien, comme vous dites, dans cet épisode ? C'est la façon dont ils vont réussir à être sauvés. Imaginez, ce crash à 500 mètres de l'ennemi, l'hélicoptère prend feu. Miraculeusement, ils sont grièvement blessés, mais ils arrivent à sortir de la machine. Et là, ils sont au milieu de nulle part. Ils pensent que dans les minutes qui viennent, l'ennemi va arriver pour les abattre à bout portant. Ils pensent même pas être fait prisonniers, parce que tout ça arrive après une nuit de combat acharné. Donc, et un tigre se pose comme un sauveur. Le Tigre, c'est un hélicoptère d'attaque où il y a seulement 2 places. C'est un peu comme un avion de chasse pour un hélicoptère. Donc un Tigre de l'armée française. Un Tigre de l'armée française, un Tigre ami, se pose à 100 mètres d'eux. Donc il rampe sur le sable pour atteindre l'hélicoptère. Et là, les 2 pilotes ne peuvent pas sortir ces rotors tournants. Et là, il y en a un qui a l'idée de l'accrocher sur une roue, sur une deuxième roue et dehors. Et le Tigre part sous le feu ennemi, accroché avec 3 blessés. On saura après qu'ils ont des fractures de la colonne vertébrale, qui sont déjà miraculées. Ils n'ont pas de sangle, parce que normalement, cette procédure existe du point de vue théorique, mais elle n'est ni appliquée à l'entraînement et elle n'a jamais été utilisée sur un terrain de guerre. Donc c'est une première. C'est une première. Par la force des choses, par la force des événements. Voilà, parce que l'équipage de l'hélicoptère a le courage de se poser, parce qu'un hélicoptère au sol, il n'y a rien de plus vulnérable. Donc faut y aller. Hein. Franchement, faut y aller avec quand on voit les combats qu'il y a eu avant. Et puis il faut aussi qu'il y ait un gars pour soulever ses copains, parce qu'il part pas tout seul. Les autres, ils peuvent pas. Les jambes ne bougent plus. Et ils s'accrochent et ils partent en l'air. Et c'est peut-être là où ils ont eu le plus peur, même plus peur que pendant le crash. Donc et la façon dont ils racontent est extrêmement émouvante, oui, extrêmement... Parce que, évidemment, vous avez les témoignages de tous les protagonistes, voilà. Je vois les pilotes, et ce sont des gens avec d'une humilité, d'une modestie, d'une pudeur. C'est pas facile de faire parler des militaires, mais on a pris beaucoup de temps pour le 13h15. On se donne du temps, on les met en confiance, et j'espère qu'ils vont se reconnaître dans cette histoire, parce que c'est leur histoire. Alors pour l'instant, ça s'annonce comme un beau reportage, Dorothée Oliéric, mais vous allez nous raconter pourquoi il est davantage que ça, à cause de ces fameuses images, mais n'anticipons pas. On revient, à tout de suite. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. La grande reporter de France 2, Dorothée Oliéric, signe un reportage document qui sera diffusé demain dans l'émission 13h15 le samedi sur France 2. Donc, le récit du sauvetage de soldats français dans l'hélicoptère avait été abattu par des djihadistes en plein Sahel. Et là où l'exception pointe son nom, Dorothée, c'est qu'on va voir pour la première fois des images qui étaient encore récemment classées secret défense. Hein, c'est toujours le cas avec les militaires. Comment avez-vous fait ça ? Alors, elles ont été déclassifiées, les dernières, il y a 3-4 jours. On est en train de finir le montage, c'est pour ça que vous ne pouvez pas le voir. Et pourquoi elles sont déclassifiées à un moment donné ? C'est une opération. Il faut savoir, quand il y a un crash d'un hélicoptère français, c'est un échec pour les militaires français. Donc, ils n'ont pas envie de le mettre en avant, d'une part. Et ils n'ont pas envie non plus que cette image de la gazelle en flammes sur le terrain soit utilisée par l'ennemi dans des clips de propagande. Donc, c'est quelque chose d'une opération. Il y a beaucoup de combats. Il y a des images, effectivement, où ils tuent des djihadistes. Alors, ils ont essayé d'édulcorer le matériel qu'ils m'ont donné, et moi j'ai demandé plus, et j'ai bataillé jusqu'au dernier moment pour avoir plus d'images. Ils m'ont donné beaucoup de choses. Juste par le moment. Et je les ai vus. Voilà, il y a des images où on voit vraiment le djihadiste qui meurt en direct sous les bombes. Ça, cette image-là, ils m'ont pas donné. Ils mettent des tirs, mais les tirs à côté, les tirs des warning shots, des choses comme ça. Donc tout ça, la gazelle qui brûle, ils l'ont flouté légèrement, mais on voit le panache de fumée. Donc finalement, on voit tout. Ouais, juste pour comprendre, qui décide de la déclassification des images ? Ça remonte vraiment à Florence Parly, au ministère de... Alors moi, mon interlocuteur est le colonel Barbry de l'état-major des armées, qui gère tout ce qui est de la communication de l'armée avec les journalistes. Quand on part, nous, au Mali ou ailleurs sur un terrain de guerre, ça passe par lui, pour pouvoir être embedded avec des militaires français. Oui, je pense que ça remonte assez haut, surtout pour ce type d'image. Donc là, ça devient, au bout d'un moment, une négociation... image par image, journalisme versus militaire, c'est ça ? Oui, une vraie bataille. Alors évidemment, chacun est gagnant. Sinon, il n'aurait pas d'intérêt à déclassifier ce matériel. Donc, quel est leur intérêt ? Leur intérêt, c'est que c'est une histoire héroïque. C'est que c'est une belle histoire. C'est une histoire militaire, mais c'est une histoire d'hommes. Donc, oui, certes, on voit aussi les militaires qui tuent, la gazelle qui flambe, mais on voit des gens remarquables. Un tireur d'élite, Max, incroyable. 2 pilotes qui sont des modèles de courage, de bravoure, ce que vous voulez.
tout en, je vous le dis, avec une humilité, une pudeur, que moi j'ai adoré les rencontrer, qui me racontent cette histoire. C'est pas le monde de la gloriole. Donc effectivement, au bout du compte, je pense qu'il y a une belle image pour l'armée, même si je raconte une histoire de guerre, une histoire de crash, une histoire qui n'est pas si positive que ça pour l'armée. Donc ça, c'est un peu gagnant-gagnant, et ça a été une bataille, je pense que chacun se dit qu'il l'a gagnée. Oui, c'est ça la guerre. L'armée a gardé le contrôle, c'est-à-dire qu'ils sont là au montage. Non. Mais non. Ils visionnent avant diffusion. Non. Ah, mais comment avez-vous fait? J'ai bataillé sérieusement. Non, il n'y a pas de visionnage. La seule fois où j'ai laissé l'armée visionner mon reportage sur des militaires, c'est quand j'ai tourné avec les forces spéciales françaises en Irak en 2017. Et les forces spéciales, c'est très très particulier. Il y a des floutages, il y a des informations. Là, si je le montre pas, je vais en prison directement. Donc, j'ai pas négocié longtemps. C'est évident que ça se fait avec les forces spéciales. Là, il y a un rapport de confiance aussi. Ça fait longtemps que je suis les militaires français sur le terrain. J'ai un interlocuteur de l'aviation légère de l'armée de terre qui est venu avec moi un peu sur le tournage, mais plus pour m'aider. Il n'y a eu aucun contrôle, aucune censure. Mais vous sentez une responsabilité particulière sur ce type de reportage assez exceptionnel, et image par image, il y a la responsabilité qui pèse sur vos épaules dans ces cas-là? Pas vraiment, parce que j'ai essayé justement d'aller au-delà des interviews qu'on a généralement quand on a peu de temps avec les militaires sur un terrain de guerre. Vous savez, ils ont souvent des éléments de langage et qu'ils répètent un petit peu comme quelque chose appris. Quand c'est pas le silence, hein. Quand c'est pas le silence, ouais. Voilà, c'est des éléments de langage. Et c'est ce qu'il y a de pire pour nous, parce qu'il n'y a rien qui sort. Moi, j'ai voulu aller les toucher, les chercher au cœur. Et c'est pour ça qu'on a fait des interviews qui durent 1 heure, 2 heures. Où ils pensaient avoir 10 minutes et avoir quelques éléments de langage. Et ils ont fini par raconter leur histoire. Et vous n'avez plus l'impression d'écouter des militaires parler, mais juste des hommes. Ça pourrait être votre frère, votre mari. Et des gars qui ont un sacré courage quand même. Comment vont-ils? Eh ben, ils vont bien. C'est aussi pour ça, je pense, que j'ai pu raconter l'histoire. S'il y avait eu des morts, je pense que ça aurait été très très différent. C'est des miraculés. Les 3 qui se sont crachés étaient grièvement blessés. Ils vont bien et ils ont revolé pour la première fois tous les deux. Et ils vont revoler le 14 juillet. Je serai avec eux à la base aérienne de Creil. Ils vont revoler Kevin, Adrien et Max, le tireur d'élite, les 3 qui se sont crachés pour la première fois, les 3 ensemble, donc 1 an après ce crash, le 14 juillet, et je serai avec eux. Il faudra regarder France 2 pour regarder cette émission bien spéciale à retrouver dans Gaza. Non, vraiment, ça va être super. Parce que le 14 juillet, cette année, il y a un défilé aérien, mais quand même, mais pas terrestre, évidemment. Est-ce que les zones de guerre vous intéressent toujours autant, Dorothée Oliéric? Visiblement oui, mais d'une manière générale? Écoutez, je sais pas. J'ai du mal à expliquer, c'est comme une évidence. Quand il se passe quelque chose comme ça, j'ai un besoin viscéral d'y être, pour voir, pour raconter, pour le vivre et le raconter, pour témoigner. Et les années passent et j'ai toujours la même passion, que je sois en Irak, au Mali, que je sois en Ukraine, dans le Donbass, en Afghanistan. Je suis allée il n'y a pas longtemps pour les élections. Et je me suis aperçue que la première fois que j'y étais, c'était en 96, à l'arrivée des talibans. Et il s'est passé 20 années et quelques, et j'ai la même passion pour ces gens. C'est une histoire vraiment humaine à chaque fois. Hein. Il y a ce qu'on raconte, il y a le reportage que les téléspectateurs voient, il y a ce que je vis. Et il y a une partie qui n'est pas dans les sujets. Je peux vous dire, c'est une force qui fait que c'est un bonheur, ce métier, quoi. Et le reste paraît fade, peut-être, à côté. Non, j'adore l'équilibre des deux. Mais vraiment pas du tout. Et une dernière chose, rapidement, quand vous avez entendu Emmanuel Macron qualifier de guerre, hein, il a bien dit ça plusieurs fois, la lutte contre le coronavirus, ça vous a fait bizarre? Oui, ça m'a fait bizarre. Ouais, c'est vrai, ça m'a fait bizarre. Oui, mais après tout, une guerre sanitaire, c'est peut-être une autre guerre. Là, je me sens pas dans mon élément, je sais pas. Mais j'ai mon masque, hein, quand même. Oui, vous l'avez. Vous l'avez, puis gel, tout. Quoi, ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Dorothée Oliéric, d'être venue nous raconter votre document en avant-première, Nuit d'enfer, demain. Avec Vincent Fischmann, Alexis Fischer au Mali et Oktay Sengoul au montage. Merci beaucoup pour eux, parce que le sujet se monte encore à l'heure qu'il est, et il sera prêt évidemment demain à 13h15 sur France 2. Merci.